Mais au-delà de tout, je comprends que le monsieur n'avait pas maîtrisé ce qu'il disait. Mais ce qui est vrai, je ne peux pas douter de la nationalité de Kabila. Parce que Kabila est congolais. Voyez-vous? Je sais que Kabila est congolais, mais je doute qu'il soit congolais d'origine. Pourquoi je dis que Kabila est congolais? C'est d'abord par rapport à le fait qu'il nous a été présenté comme le fils de Mouzé. Voyez-vous? Par lui-même. Par lui-même. On peut être fils Mouzé par le lien des sangs, comme aussi on peut être par adoption. S'il n'est pas le fils biologique de Laurent Désiré Kabila, mais peut-être son fils par adoption. Mais jusqu'à prendre jusqu'à preuve du contraire. Non, mais effectivement, c'est possible. C'est possible, on change de nom. À partir de quand as-tu changé de nom? Puisque on le présente comme Hippolyte Kanambe. Non, mais attendez. Le problème de Hippolyte Kanambe, ça c'est un autre dossier. Il faudrait d'abord prouver qu'il n'est pas congolais. Parce que c'est ça, en fait, l'argumentaire soutenu. Si Kabila n'est pas le fils biologique de Laurent Désiré Kabila, il peut être son fils par adoption, parce que ce qui est vrai, nous tous, nous avons la certitude qu'il est fils de Mouzé, le fait que le père lui-même l'ait dit. J'ai suivi Mouzé Kongolo, qui était proche de Mouzé, l'a dit. J'ai suivi Kakouji, qui était ministre de l'Intérieur, l'avoir dit. J'ai suivi Locha. Il en parlait quand il parlait de l'armée, parce que c'est lui qui était chargé de forces terrestres. L'avoir dit. Peut-être qu'il n'a pas dit il est le fils de Mouzé en français, mais il a dit en swahili. J'ai suivi Laurent Désiré Kabila lui-même le dire. C'était pas ici, c'était en international. Quand il faisait des émissions avec... il y a une dame là qu'on appréciait, une journaliste, l'avoir dit. C'est-à-dire que le père a reconnu la paternité de son enfant. Donc, soit il est biologiquement lié à Laurent Désiré Kabila, soit il ne l'est pas, mais il est son fils. Et c'est fait. Le débat ne devrait pas si nous allons dans ce sens, il peut avoir la nationalité congolaise. Mais ce qui garantit qu'il est effectivement congolais, c'est le fait qu'il a été nommé chef d'état-major général adjoint après avoir chassé tous les Rwandais. Mais au-delà de tout, je comprends que le monsieur n'avait pas maîtrisé ce qu'il disait. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Totikala Setseko Ndenali Puta
na wax de Maman Moseka, les toko maka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous l'unité 1er rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital à Chichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Sommes-nous dans la droite ligne du dialogue appelé de tout se veut par certains leaders politiques ou se dirige-t-on vers la fragmentation du tissu social? Quel regard portons-nous sur cette situation? Moutamba, dans la tourmente, a-t-il des chances de s'en sortir? La réquisition du procureur général près la Cour de cassation semble être un coup de paix dans l'eau parce que les PG Vendée lui a rétorqué. On y reviendra là-dessus avec beaucoup de détails si vous ne nous quittez pas. Kolwezi subjugue le regard. Quelle réalité cache cette ville qu'on présente comme le nouvel Eldorado du Congo? Kolwezi, une ville qui s'impose par ses constructions ou par l'attraction. Bien, nous allons nous poser beaucoup de questions. Une ville au regard divergent. Nous allons y revenir avec beaucoup plus de détails. Nous sommes contents de savoir que vous êtes nombreux à nous regarder et surtout à nous faire confiance dans cette sphère médiatique où la qualité et l'objectivité posent parfois problème. Nous ne sommes pas parfaits, mais on essaye de faire ce que nous pouvons ou ce qui est à notre pouvoir parce que nous estimons que vous méritez mieux. C'est pourquoi on a toujours les soucis de détail chaque fois que lorsque nous préparons nos différentes émissions et le choix de nos invités détermine ce que nous voulons vous transmettre. On est content d'avoir ce matin le président du parti politique Le BAT, Alain Bolodjoa Ebola. Très content de vous retrouver et je pense que nous allons passer près d'une heure du bon temps de télé, comme on aime bien le dire. Soyez les bienvenus. Comment allez-vous? Merci en tout cas pour l'opportunité. Ça va? Dieu fait grâce, bien que le pays va très mal. Le pays va très mal. On a constaté ces deux derniers jours, pas d'embouteillage, pas de cortège. La vie se porte un peu mieux. Oui, certainement, parce que l'essentiel des délinquants, ou bon, je dirais l'essentiel de ceux qui ont tendance à ne pas observer le code de la route ne sont pas là. Ça fait que... Ce sont eux le premier qui enfreignent... Ça désengorge un peu nos routes. Il y a peu de pollution, il y a peu de boucans, il n'y a pas assez de cortèges.
Et je pense que nous devons continuer à prier pour que ces gens-là ne reviennent plus. Comme ça, on va vivre la quiétude et le respect du code de la route. Sans catégoriser les gens, est-ce que nous, Congolais, ne sommes-nous pas caractérisés par une irresponsabilité collective? Je parle de l'opposition, de l'homme congolais la majorité dans son ensemble. Et toute la classe sociétale. Non, mais effectivement, parce que il y a eu un problème de mutation par rapport à la société traditionnelle, à la société moderne. On n'a pas su adapter l'organisation, on n'a pas su nous adapter à l'exigence de l'organisation politique actuelle. Nous ne devons pas oublier que l'État est une réalité complexe. Et comme pouvait le dire quelqu'un, c'est l'invention la plus géniale de l'humanité. Et cela nécessite assez que nous ayons la culture de l'État. On n'en a pas. On ne sait pas adapter notre comportement par rapport aux exigences de la gouvernance d'une superstructure. Et cela, c'est récent, même dans nos décisions, dans nos options. Et au finish, cela crée une sorte d'ambivalence entre ce qui est désiré dans les textes et ce qui est pratiqué sur le terrain. On prend le meilleur ou le plus mauvaise option. Fort malheureusement. Parce que plus la complexité s'impose, plus la sérieuxité s'impose également. On n'a pas la culture de la gouvernance des grandes structures. On ne sait pas orienter les choses par rapport aux grands défis. Parce que je pense que mes professeurs, certains d'entre eux sont encore vivants, ils pensaient que sans la programmation, on ne peut pas atteindre le développement. Mais nous prétendons vouloir le développement sans nécessairement avoir une planification, une programmation. Et par voie de conséquence, la RDC est dans le lot de quel type d'État? Des États qui vivotent, des États qui sont aux antipodes des exigences de développement. Parce que généralement, ce que nous appelons développement, ce sont des improvisations. Or, le développement, en réalité, c'est un processus cumulatif. Et cela nécessite assez qu'il y ait une programmation. Programmation en termes d'objectifs, programmation en termes de moyens. Mais fort malheureusement, ce n'est pas ce que nous vivons. Et dans votre parti politique ou dans votre vision, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour inverser la donne? C'est vrai, nous avons du pain sur la planche, mais pour arriver à transformer l'homme congolais, par quoi devons-nous passer? Par l'éducation. Voilà pourquoi nous mettons l'accent sur la politique d'enseignement. Je crois une fois ici, je me suis attardé sur ça. Nous avons insisté sur le modèle de développement que nous envisageons et nous devons adapter notre éducation par rapport à ça. Je prends l'exemple de la culture financière. Vous savez déjà, l'essentiel des Congolais sont indisciplinés en matière d'argent. Ils font des dépenses imprévues et ils en font un caractéristique de leur gestion. Alors qu'en réalité, si on est dans la planification, on peut anticiper même sur les éventuelles crises. Déjà, si nous inculquons à nos enfants comment gérer l'argent, comment chercher l'argent, quelle est la valeur qu'on donne à l'argent, déjà à partir de nos maisons, je suis sûr et certain, le jour où ils vont assumer des responsabilités, ils vont s'y adapter facilement. Parce que il y a un problème. Il y a ce que je pourrais appeler une sorte de dichotomie où vous trouvez un pays foncièrement pauvre en termes de conditions de vie, mais de l'autre côté, il y a ce qu'on pourrait appeler les snobismes dans la gouvernance. C'est-à-dire, les gens veulent apparaître comme des nantis, comme des gens qui sont riches dans un pays pauvre. On préfère acheter des véhicules de 82 millions pour permettre aux ministres de circuler facilement, alors que la population manque des bus. Est-ce que le Congolais, dans son ADN, n'est-il pas flambeur? Non, ça ce n'est pas nous, en fait. Ça, c'est le problème de la mutation. Parce que dans nos traditions, on n'est pas dépensier. Vous, on n'est pas dépensier. Mais le fait seulement qu'on veut... il y a une sorte, ce que je pourrais appeler... nous sommes des albinos culturels. C'est-à-dire, on a l'ADN de noir, mais notre peau apparaît blanche.
C'est ça l'homme congolais. L'homme congolais n'a pas su faire une bonne imitation de la société traditionnelle. On a tout embrassé. On pouvait tout embrasser, mais nous ne sommes pas arrivés en fait. On est blanc dans notre peau. C'est que nous vivons, on s'y met souvent en costume et tout ça. Mais dans notre fort intérieur, on est encore des hommes traditionnels. Et ces mélanges-là n'ont pas permis à ce que nous ayons le profit de l'homme congolais idéal. Moi, je pense, et nous pensons d'ailleurs, qu'au regard de la réalité de notre population, avoir plusieurs bureaux pour un président, c'est un luxe. Avoir plusieurs véhicules échangés à chaque fois, des véhicules pour le président, pour moi, je considère que c'est un luxe. Investir plus dans le fonctionnement des institutions, c'est un luxe. Ce qui est normal pour nous, c'est d'investir pour créer plus de richesses, de réduire la sévérité et la profondeur de la pauvreté. En ces moments-là, la société évolue proportionnellement, pratiquement, avec les conditions de vie des institutions. Est-ce que vous en faites votre cheval de bataille? Exact. Et s'il faut y travailler, ce n'est pas une histoire de longue haleine. Ça nous prendra combien de temps justement pour renverser les paradigmes? Il faudrait que le parti politique intervienne parce que c'est à ces niveaux-là qu'il y a un problème. Le parti politique a une lourde responsabilité. Effectivement. Ce sont des écoles en fait. Le parti politique, c'est là où on forme le futur cadre. C'est ça le problème que nous avons avec... Est-ce qu'on est dans cette vision, le parti politique? Non. Vous y compris? Politique, nous rendons compte qu'il y a un problème. Vous savez que l'essentiel de nos membres attendent à ce qu'ils aient les mêmes conditions de vie que moi. Yekam Taliak. Mais il ne se pose jamais la question, comment arrivais-je à trouver ce que j'ai? C'est vrai, nous sommes dans un parti politique. Nous n'avons pas d'argent. Nous vivons grâce aux cotisations. Mais dans les sphères politiques, il y a des personnes qui soutiennent la personne du président, mais qui ne soutiennent pas les partis. Quelqu'un peut vous dire, voilà, j'envoie la cotisation de $20. Au lieu d'envoyer $20, il envoie 100. Il vous dit, le 80, c'est pour vous, le 20, mettez pour la cotisation. Si je donne $20 de cotisation et que moi, je garde 80, vous comprenez facilement que je suis 4 fois plus riche que les partis. Donc c'est la faiblesse de tous les partis politiques? Ce sont là des réalités. Et les gens qui viennent au parti attendent à ce qu'ils trouvent l'argent au parti. Et pourtant, le parti doit avoir une vocation, doit avoir un système de valeurs. Les gens ne participent pas aux réunions. Même s'ils y participent, ils veulent prendre plus de temps dans des débats stériles au lieu de réfléchir sur comment apporter un plus dans le parti. Et quand vous donnez plus au président qu'au parti, vous soutenez la personne du président. Est-ce que vous partagez aussi les idéaux ou la vision du parti? Non, ou effectivement, on aime la personne du président? Non, les gens, c'est pour cela on l'accompagne. Les gens sont plus attirés par la personne parce qu'ils pensent que c'est la personne qui incarne le parti. Je prends l'exemple, par exemple, du PPRD. Voyez-vous, le PPRD, c'est un parti qui a été créé pendant qu'ils étaient au pouvoir. Ils ont amassé de l'argent, ils se sont organisés, ils ont une caisse. Je suppose qu'ils ont une caisse. L'essentiel de membres ont eu à travailler, ils ont le moyen. Ce qui n'est pas notre cas. Les communicateurs, ceux qui passent à la télé, ils arrivent à séduire une certaine opinion. Et dans cette opinion, il y a de ceux qui peuvent leur envoyer des chemises, des cravates. Si vous le voyez, vous pensez qu'ils gagnent parce qu'ils sont membres du parti. C'est vrai, ils ont un support, le parti, mais les gens sympathisent plus pour les personnes qui communiquent. Parce que si je ne passais pas à la télé, peut-être les gens n'allaient pas m'envoyer les $80. C'était juste un exemple. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'ils veulent vous voir être heureux par rapport à ce que vous faites. Il n'est pas vraiment attiré par le parti, mais il est plus attiré par l'action que vous menez. Voyez-vous? Donc, si les membres du parti comprennent cela, ils comprendront qu'il faut travailler pour que nous ayons plusieurs personnes comme Alain Bolodja, pour que nous ayons des gens qui ont le moyen de financer les actions. En ces moments-là, le parti sera autonome de la personne d'Alain Bolodja. Un autre élément,
c'est par rapport aux fixations des objectifs en ce qui concerne le processus électoral. Nous nous rendons compte, fort malheureusement, que ce sont les personnes qui ont plus de moyens qui sont souvent alignées comme des candidats. Or, ces personnes ont des visées qui, par moment, vont aux antipodes de visées du parti. Parce que quelqu'un qui vous dit, voilà, je vais être candidat, j'ai mes moyens. Et que vous avez d'un côté... N'est-ce pas que l'élection exige aussi de moyens? Non, mais effectivement, vous avez des gens qui sont porteurs d'idées, mais qui n'ont pas de moyens. Alors, si vous êtes rationnel dans votre raisonnement, vous allez préférer aligner celui qui a le moyen, parce que le parti ne peut pas le soutenir. On l'aligne pour être candidat. Mais ces personnes-là, généralement, ils viennent en retard. Vous allez vous rendre compte, ce sont ceux qui ne se sont pas retrouvés sur la liste des partis du pouvoir, qui ont tendance à venir vers le parti de l'opposition parce qu'ils savent qu'ils ont le moyen et qu'ils pourront être à la tête de liste. Et à la fin, ils seront députés. Et en devenant députés, ils commenceront maintenant à vendre leurs âmes moyennant quelque chose. Au-delà de tout, ce sont les partis qui envoient les ministres. Le parti exige à leurs militants déployés de mobiliser le moyen pour leur permettre d'être en mesure de financer les élections futures. C'est comme ça qu'il y a le phénomène corruption et tout ça. Parce que si on donnait par exemple à un ministre 10 000 $ et qu'il doit commencer à payer 200 $ chaque mois, il reste avec 800 $, il doit aussi organiser les activités pour séduire les membres de son parti et préparer son électorat. Il pourra rester éventuellement avec 300-400 $. Mais il s'est dit non, mais c'est peu. Il doit maintenant commencer à rançonner la population, à corrompre, à se laisser corrompre pour avoir plus de moyens afin d'éponger les besoins. Donc, tous ces éléments-là justifient tout ce que nous avons comme phénomène de corruption. Alors, si nous voulons y remédier, on doit apprendre aux militants de cotiser et de créer un rapport de force au sein du parti. Voilà pourquoi, avec notre partenaire Claude Kazadi, il est au Canada, on avait réfléchi sur comment rendre autonome, il n'est pas de notre parti, mais c'est un partenaire, comment rendre autonome les partis politiques par la loi et par les cotisations. C'est-à-dire, la Constitution ou la loi sur le parti politique a prévu le financement de l'État aux partis politiques. On doit commencer à créer une clé pour faciliter à ce que le parti puisse en bénéficier au prorata de nombre de membres adhérents. C'est-à-dire que les gens qui adhèrent, si vous avez 100 000 adhérents et qu'on s'est décidé de vous donner $1 par adhérent, on donne 120 000 $ au parti. En ce moment-là, le cotisant va décider sur l'avenir du parti. Parce que si vous prenez par exemple M. Bahati Lukwebo, c'est lui qui a mis le paquet pour le fonctionnement de son parti. C'est lui qui doit décider sur qui doit être député et qui ne doit pas l'être. C'est lui qui doit décider parce que c'est lui qui finance. C'est lui qui achète les ampoules, c'est lui qui achète la peinture, c'est lui qui paye même les transports pour ceux qui viennent au parti. Donc ce sont ceux qui ont de moyens qui décident de l'avenir même du parti. Effectivement. Alors si nous brisons cette réalité, on aura des partis démocratiques. Mais en ce qui vous concerne, Alain Bolodjoa, on vous reproche de beaucoup de choses, de ne pas suffisamment mettre sous le projecteur ceux-là qui sont sous votre coupe. Par quoi se caractérise un leader? Est-ce que vous l'êtes? On ne sent pas, parce qu'un leader doit avoir cette capacité de former et de mettre à l'étrier ses disciples. En tout cas, dans la scène politique, j'ai pu encadrer plus de 300 personnes qui assument de hautes fonctions dans plusieurs partis. Ils sont passés par les BAT? Non, pas par les BAT. Les BAT vient à peine d'être créé. Alain Bolodjoa a formé plusieurs personnes qui assument aujourd'hui. Mais depuis que vous êtes à la tête de cette organisation, non, j'ai dit, j'ai eu pas le même résultat, les mêmes efforts. J'ai eu à encadrer plus de 300 personnes qui assument de fonctions. Il y a certains d'entre eux qui sont dans des services, qui sont dans d'autres partis, qui excellent là-bas, d'autres qui assument de hautes fonctions dans ces pays parce qu'ils ont été encadrés par moi. Vous savez comment nous nous encadrons? Nous vous apportons des informations. Nous formons, nous organisons des séminaires de formation, nous transmettons les connaissances, mais la grande difficulté, les gens veulent intégrer le parti à 11 h et devenir
leader en moins de 6 mois. Ce n'est pas possible. Vous devez être encadré parce que, comme on dit, la profondeur appelle la profondeur. Les membres de nos partis qui passent dans les télévisions, ils le font. Est-ce qu'il y en a? Non, ils sont nombreux. On ne le voit pas. Non, vous ne nous avez jamais envoyé, même ici. Non, mais vous ne l'avez jamais demandé. Généralement, vous ne faites appeler qu'Alain Bolodjoa. Mais si vous regardez dans les chaînes de télévision, il y a le membre de l'EBAT qui participe. Il participe dans plusieurs émissions, dans plusieurs débats. Mais le mal maintenant, c'est que nous leur apportons l'information, la connaissance. Mais le charisme ne viendra pas de nous. Ils doivent s'impliquer, ils doivent s'investir. Parce que quand vous passez à la télévision sans préparation, vous ne cherchez pas à marquer votre génération. Ce n'est pas à moi. Ne pensez pas que c'est Kabila qui oriente les gens d'aller à la télé ou de ne pas aller à la télé. C'est à vous de décider de vous vendre. Parce que nous leur disons, vous êtes de produits, vous devez vous vendre. Ce n'est pas Alain Bolodjoa qui dira, voilà, celui-ci c'est un leader. Non, je ne le ferai jamais. Moi, je vous donne l'information, vous devez vous vendre. En ces moments-là, vous allez mériter ce que vous avez parce qu'on ne doit pas vous accompagner comme des enfants à l'école. Même à l'école, on accompagne l'enfant à l'école, mais on n'apprend pas. Ce n'est pas le parent qui doit faire les devoirs. Vous faites couvrir la porte à la personne d'y entrer. Non, mais nous vous facilitons la possibilité d'y accéder. Deux fois, quand on m'invite et que je ne suis pas disponible, je demande aux membres du parti, voilà, vous pouvez aller dans telle émission pour représenter le parti. Dès que vous arrivez, il y a une cotation. N'oubliez pas que le public est exigeant. Vous devez être percutant. Et moi, je vous envoie par rapport à telle approche. Nous leur apprenons comment communiquer par rapport à tel enjeu. Si vous ne venez pas au parti, vous ne voulez pas contacter le président du parti ou vous ne participez pas aux réunions, ne me rendez pas responsable. Parce qu'on ne va pas commencer à vous prendre à la maison et vous amener. L'essentiel de membres avec qui nous avons commencé, ils sont partis. Allez. Parce que justement, ils veulent assez qu'ils soient des décideurs. Non. Moi, je suis formateur. Je sais quand vous utilisez et comment. Si vous ne voulez pas vous soumettre, allez, vous êtes libre. C'est très bien clair. Alain Bolodjoa sur Politicon, avec beaucoup de détails. Nous allons dérouler les menus. Je le disais à l'entrée que l'actu reste dominée par la campagne des SAP qu'aurait engagé l'ex-rebelle Jean-Pierre Bemba, le vice-premier ministre en charge des transports et de la télécommunication, qui s'est lancé dans des philippiques contre l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Est-ce que, nous sommes dans la droite ligne du dialogue appelé de tous lever par certains leaders, ou se dirige-t-on vers la fragmentation du tissu social? Et si jamais le dialogue venait à s'instaurer, quel discours pourra-t-on tenir demain? Allez, avec vous, Alain Bolodjoa, on va essayer de comprendre. En politique, comment on appelle l'acte ou l'exercice auquel s'était livré Jean-Pierre Bemba il y a quelques jours sur les ondes de la radio Top Congo? On appelle ça communication politique. Et l'objectif, c'est lequel? L'objectif, c'est de faire réagir et de faire passer le message. Le public cible, c'est qui en ce moment-là? Le public cible, c'est le petit peuple et surtout M. Félix Sekete. Le message lui était destiné. Ouais, effectivement. Apparemment, il a atteint cet objectif. Ou ses objectifs. Tout le monde réagit. Tout le monde en parle. Et dans l'opinion sera toujours divisée. Il y aura d'autres personnes qui vont gober ce qu'il a dit. D'autres vont commencer à épiloguer là-dessus, mais au finish, ils font plus la promotion de ces messages que ce qu'ils voulaient en réalité faire.
M. Félix Sekei a compris ce qu'il n'avait pas compris grâce au message de M. Jean-Pierre Bemba. Maintenant, ce qui est important, c'est de tenir compte du contexte, de tenir compte de la pertinence de ce qu'il a dit. C'est pertinent parce que rien de nouveau dans ce qu'il a dit. Fort On a déjà entendu ça par le passé. Exact. Les Ngwanda sont revenus, ont utilisé cette même rhétorique. Avant lui, il y a eu mais ça d'autres fait personnes. plus sérieux quand ça vient d'un ancien vice-président et on a tendance à croire. Non, à ce qu'il dit. non, mais voilà pourquoi j'ai dit l'opinion ou le public est hétérogène. L'auditoire n'était pas constitué de personnes, n'était pas constitué que de personnes qui ont la capacité d'analyse. Quand on vous dit, voilà, on aurait donné 66 millions de dollars chaque mois, les gens disent, ah bon? Et ils n'ont pas le temps de réfléchir sur la faisabilité. Ils vont gober, ils vont accepter du simple fait que ça a été dit. Voyez-vous? Et nous avons le malheur d'avoir une opinion qui, généralement, à force d'écouter de mensonges, C'est fait emballer. effectivement, elle considère que c'est vrai. Si vous dites que Maman Denise est un homme et que vous le dites chaque jour, je ne parle pas de Maman Denise, non, je parle de l'autre Maman Denise. C'est-à-dire, si vous dites à chaque fois que Denise Mukendi Dissochoa est un homme, à force de le dire, certaines personnes risquent de croire. Quand bien même c'est faux. Mais ils ne vont même pas se poser la question, comment un homme peut-il avoir cette forme? A-t-on perdu la capacité d'analyse? Non, il y a certains d'entre nous qui n'ont pas cette capacité-là. L'essentiel pour eux, c'est de leur distiller de fausses informations. À force de les dire, ils croient que c'est vrai. Et c'est comme ça que le politicien, qui s'y connaissent, met l'accent sur le public. Pourquoi avoir choisi Top Congo? Parce qu'il y a une large couverture. S'il visait l'élite, il n'était pas obligé de passer par là. Il passe par la Top Congo parce qu'il sait que l'essentiel des étudiants, tous ceux qui ont la maîtrise de la langue française, vont écouter ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit, il avait aussi fait la même chose pendant qu'il organisait sa ronde dans sa croisade contre Kabila. Et ça se faisait en Lingala. C'est-à-dire, il vient renforcer ce qu'il a dit. Mais les gens ne se posent pas la question sur les motivations et sur la véracité de ce qu'il dit. L'essentiel pour eux, c'est d'écouter. Et dans certaines personnes, le fait seulement qu'ils avaient déjà cette information, ils se disent, voilà, c'est vrai parce que j'en ai déjà entendu parler. Et ça évolue. Il a atteint son objectif. Les gens aujourd'hui croient qu'effectivement, ce qu'il a dit, il a raison. Or, si vous faites des calculs grossiers, vous prenez les 66 millions de dollars dont il a fait mention et que vous multipliez par 12, ça vous fait pratiquement dans les 780, 700 dollars. Prenons pratiquement 800 millions de dollars chaque année. Et pendant que Kabila accédait au pouvoir en 2001, on avait le budget de moins de 400 millions. Moins de 400 millions. Moins de 400 millions. Soit ils ont minoré le budget, ils ont créé des comptes parallèles pour payer cette dette et présenter à la population une faible capacité de mobilisation. Ça, c'est votre analyse, puisque Lusa Kweno est revenu sur ça en essayant d'apporter même sa lecture. Même ce qu'il a dit, c'est discutable. J'ai dit, en 2001, on avait un taux de croissance négatif. C'est-à-dire que l'économie ne produisait pas assez, d'autant plus que nous étions dans une situation de guerre où l'administration congolaise n'était pas unique. Il y avait d'autres coins qui n'étaient pas sous l'autorité du gouvernement central. Il y avait le MLC, il y avait le RCD, ainsi de suite. Donc, ils avaient réduit de manière substantielle la capacité mobilisatrice de l'État. Si lui pense qu'on payait dans le 800 millions de dollars chaque mois, il doit détenir des éléments probants pour nous les démontrer. Parce que moi, je suis économiste. Moi, je ne suis pas juriste. Je ne suis pas sociologue.
Vous, ce sont les statistiques. Ce sont les statistiques et le soubassement. C'est-à-dire qu'en tant que scientifique, je ne peux pas croire à tout ce qu'on me dit, mais je peux croire facilement au tableau. Vous avez un PIB de moins de 30 milliards de dollars. La capacité de captation de fonds publics était pratiquement à 10%. Vous avez une situation de guerre. Je me pose la question, comment pouvions-nous avoir 700 ou 800 millions de dollars à payer pendant cette période? Là, nous partons de 2001, 2002, pendant le préparatif de dialogue, 2003, le préparatif de l'avènement du gouvernement de transition, avec le 1+4. 2004 à 2006, c'était la transition. Et avant, Kabila n'avait pas de premier ministre. Il gérait seul. Nous sommes arrivés pratiquement dans les 300 à 400 millions de dollars de budget. La transition avec Jean-Pierre Bemba, nous avons atteint pratiquement dans le 700 à 800 millions de dollars de budget. Gizenga, le tout premier ministre de la Troisième République, il a eu à nous amener pratiquement dans le 800 millions de dollars de budget. La personne qui nous a ramené le budget de plus d'1 milliard, c'est Muzitu. Alors, je me dis, quand vous parlez de 18 ans, vous partez de 2001 à 2006. Or, de 2001 à 2006, Bemba a assumé la fonction qui touche aux finances pendant 3 ans. C'est-à-dire, il peut avoir des éléments par rapport à cela. Mais c'est là, sous-entend que soit Bemba savait qu'il y avait une mafia qui s'était organisée, parce que c'est lui qui gérait les finances avec sa bénédiction publiques. Si le budget était de moins de 800 millions de dollars, alors que lui savait qu'il y avait d'autres fonds non budgétaires qui étaient utilisés par M. Kabila sans respecter la chaîne des dépenses, sans respecter la procédure, cela sous-entend que Bemba a laissé Kabila gérer le fonds public. Donc Bemba a trahi. Non, mais si c'est le cas, il a trahi la nation parce que ces paiements-là, c'est vrai que ça pouvait être contraignant par rapport à M. Kabila, mais l'État n'avait pas pris d'engagement. Si l'État avait pris d'engagement, ce n'était pas une priorité. Mais il y a un autre élément que nous devons intégrer. Pour que nous atteignions le point d'achèvement, nous avons été dans le programme PPTE. Dans ce programme, il fallait que nous payions 50 millions de dollars chaque mois pour que nous arrivions à effacer la dette. Et ça faisait pratiquement 600 millions de dollars l'an. Si, d'un côté, on payait au Rwanda 800 millions de dollars et de l'autre côté, on payait 600 millions de dollars l'an, cela sous-entend qu'on payait pratiquement dans le 1,4 milliard à 1,5 milliard de dollars chaque année. Mathématiquement, à l'époque, c'était impossible. Impossible. Ce qui veut dire qu'il a menti. Voyez-vous? Après la transition, il y a eu le premier gouvernement, Gizenga, 2 ans. Muzitu, 3 ans. Après Muzitu, il y a eu Matata Ponyo, 2e mandat. Après Matata, il y a eu Badibanga. Après Badibanga, il y a eu Tshibala. Parmi tous ces premiers ministres, qui avaient ordonné, qui avaient permis à ce que le gouvernement paya le 800 millions de dollars au Rwanda. Et ça transitait par quelle banque? Parce qu'il fallait qu'il y ait un Swift Code qui démontrait qu'effectivement, il y a une opération qui s'effectuait. Et à la fin, aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir actuellement ont la possibilité d'accéder aux données de la Banque centrale et du ministère des Finances. Le ministre et de nous en produire les preuves. Effectivement, si vous apportez des éléments, on va dire, voilà, Kabila avait trahi, il a eu à payer 2 fonds pour payer la dette en faveur de la guerre de l'AFDEL, parce qu'il faut faire un distinguo entre l'AFDEL et l'État congolais. Est-ce que ça ne se justifie pas dans une certaine mesure quand on sait comment l'AFDEL a été porté au pouvoir avec le soutien de l'armée rwandaise, notamment. Pour ne pas parler de Paul Kagame, notamment. Oui, parce qu'il était nombreux. Parce qu'il n'était pas le seul. Quelle facture devrions-nous honorer pour récompenser les efforts
du soutien de tous ces pays-là. Ce n'était pas ce montant dont fait mention aujourd'hui Jean-Pierre Bemba? Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, moi personnellement, je ne rejette pas tout en bloc. Mais je voudrais plutôt rationaliser mon raisonnement par rapport aux contraintes budgétaires de l'époque. Parce que lui peut avoir des éléments d'information. Voilà pourquoi j'ai dit, si cela était une option de gouvernance, il doit en être informé parce que dans 1+4, c'est lui qui gérait les finances. Il pouvait savoir que voilà, il y a 66 millions de dollars qui viennent de sortir pour payer au Rwanda. Il peut détenir les pièces. Voyez-vous? Et dans ces pièces, même si nous allons dans votre démarche, il faut se poser la question, pourquoi seulement payer au Rwanda? Parce que l'Ouganda était aussi partie prenante. N'oubliez pas que M. Jean-Pierre Bemba était un dérivé de l'AFDEL. MLC, c'est un dérivé de l'AFDEL. Parce que quand l'AFDEL s'est éclaté, il y a eu le Rwanda qui a facilité la création du RCD et l'Ouganda a créé le MLC. Voyez-vous? Donc, si on payait au Rwanda, on suppose qu'on devait aussi payer à l'Ouganda, au Burundi et aux autres pays. Si vous nous donnez le chiffre du Rwanda, pourquoi l'Ouganda n'a-t-il pas été payé? Mais c'est que je sais, quand j'étais à Harare, j'ai pu rencontrer certaines personnes qui étaient là pendant l'AFDEL. Même ceux qui ont eu à combattre du côté de Musée Laurent Désiré Kabila et ceux qui ont eu à soutenir Kabila pendant qu'ils étaient vers la fin. Ils ont parlé de la facture qu'ils devraient honorer? Non, j'ai trouvé un mécanisme qui était pratiqué justement pour financer les opérations militaires. C'est-à-dire, le militaire qui était au front était aussi en droit de créer des mécanismes d'autofinancement par l'exploitation et par la taxation de tout ce qu'il y avait comme opération. Et c'est ce qui a fait que l'essentiel des généraux qui étaient en opération ici ont eu à s'enrichir grâce à l'État congolais. Mais si on devait payer les factures, je dois reconnaître qu'à une certaine époque, on en parlait. C'était vers 2002-2003, on en parlait. Et il fallait payer des factures de la guerre pour tous les groupes armés. Les gens en parlaient. Mais je ne savais pas qu'on avait formalisé. Voilà pourquoi j'ai dit, je ne rejette pas en bloc, mais j'ai doute du montant, du fait que ces montants ne pouvaient pas être couverts par le budget national. Ça devait certainement être payé par un autre mécanisme qui échappait au contrôle budgétaire. Donc, s'il a les éléments, il n'a qu'à les brandir. En ces moments-là, on va établir des responsabilités. Mais au-delà de tout, je comprends que le monsieur n'avait pas maîtrisé ce qu'il disait. L'autre point névralgique, c'est lorsque il doute ou remet carrément en cause la nationalité congolaise de Joseph Kabila en le présentant comme un mercenaire du Rwanda. Comment analysez-vous cette grave affirmation de Jean-Pierre Bemba contre l'ancien chef de l'État Joseph Kabila? A-t-il aussi menti sur ce point-là? En fait, j'ai dit, dans tout ce qu'il dit, il y a toujours une partie de mensonge dans tout ce qu'il a dit. Même par rapport aux 800 millions de dollars, je dis, il n'y a pas assez d'éléments. Il est le seul à détenir les preuves. On sent qu'il y a une volonté de mentir. Par rapport à la question de la nationalité de Kabila, je dois vous le dire sincèrement, depuis un certain temps, je doute de l'originalité de la nationalité de M. Kabila. Mais il n'est pas le premier à le dire. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, moi aussi, je suis de ceux qui doutent de l'originalité de sa nationalité. Mais ce qui est vrai, je ne peux pas douter de la nationalité de Kabila. Parce que Kabila est congolais. Voyez-vous? Je sais que Kabila est congolais, mais je doute qu'il soit congolais d'origine. Pourquoi je dis que Kabila est congolais? C'est d'abord par rapport à le fait qu'il nous a été présenté comme le fils de Musée. Voyez-vous? Par lui-même. Par lui-même. On peut être fils Musée par le lien des sangs, comme aussi on peut être par adoption. S'il n'est pas le fils biologique de Laurent Désiré Kabila, mais peut être son fils
par adoption. Mais jusqu'à prendre Jusqu'à son preuve du patronyme. contraire. Non, mais effectivement, c'est possible. C'est possible, on change de nom. À partir de quand a-t-il changé de nom? Puisque c'est on le présente comme Hippolyte Kanambe ici. Non, mais attendez. Le problème de Hippolyte Kanambe, ça, c'est un autre dossier. Il faudrait d'abord prouver qu'il n'est pas congolais. Parce que c'est ça, en fait, l'argumentaire soutenu. Si Kabila n'est pas le fils biologique de Laurent Désiré Kabila, il peut être son fils par adoption, parce que ce qui est vrai, nous tous, nous avons la certitude qu'il est fils de Mouzé, le fait que le père lui-même l'ait dit. J'ai suivi Mouzé Kongolo, qui était proche de Mouzé, l'a dit. J'ai suivi Kakouji, qui était ministre de l'Intérieur, l'avoir dit. C'est Katenda, le général qui est décédé, en connaissant aussi quelque chose. J'ai suivi Locha. Il en parlait quand il parlait de l'armée, parce que c'est lui qui était chargé de forces terrestres. L'avoir dit. Peut-être n'a pas dit il est le fils de Mouzé en français, mais il a dit en swahili. J'ai suivi Laurent Désiré Kabila lui-même le dire. C'était pas ici, c'était en international. Quand il faisait des émissions avec... Il y a une dame là qu'on appréciait, une journaliste, l'avoir dit. C'est-à-dire que le père a reconnu la paternité de son enfant. Donc, soit il est biologiquement lié à Laurent Désiré Kabila, soit il ne l'est pas, mais il est son fils. Et c'est fait. Le débat ne devrait pas si nous allons dans ce sens, il peut avoir la nationalité congolaise. Mais ce qui garantit qu'il est effectivement congolais, c'est le fait qu'il a été nommé chef d'état-major général adjoint après avoir chassé tous les Rwandais. Alors, lui, est-il resté? Il est resté et il a assumé la fonction. Bénéficiait-il du fait d'être fils de son père? Non, mais effectivement. Quand bien qu'il ait une autre nationalité ou qu'il ait une autre nationalité. S'il est d'origine rwandaise et qu'il est adopté par son père a fait de lui le chef d'état-major général adjoint. Cela veut dire... Sous le nom de Joseph Kabila. Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila qui a été nommé. Hippolyte Kanambe, probablement qu'il a eu ce nom avant. Mais lui, il fait croire que ce sont les Rwandais qui ont tué Mouzé et qui ont fait croire à l'opinion. On dirait que ce n'est pas Mouzé qui nous a présenté Joseph Kabila comme son fils. Son fils, et que le nom est apparu après la mort de Mouzé. Après la mort de Mouzé, ouais. La grande question, que gagnerait Mouzé Kabila de déclarer que Joseph Kabila était son fils alors qu'il avait un autre nom? Qu'est-ce que Laurent Désiré Kabila pouvait-il gagner en changeant le nom de d'Hippolyte Kanambe à Joseph Kabila? Parce que le nom dont on fait allusion de Joseph Kabila n'a pas commencé après la mort de Mouzé. Pas du tout. C'était avant. Parce que nous tous, nous savions que le chef d'état-major général adjoint en charge de forces terrestres s'appelait Joseph Kabila. Pour preuve, avant que nous allions pendant que nous étions à Sun City, Jean-Pierre Bemba a eu à organiser une activité au stade de Gemena. Il a dit, le Congo n'est pas un royaume. Ce n'est pas le fait que le père soit mort qui doit être remplacé par son fils. Cette vidéo existe. Même Jean-Pierre Bemba savait qu'il était fils. À partir de quand il a pris connaissance d'une autre nationalité que détiendrait Joseph Kabila? Et qu'est-ce qui l'amène aujourd'hui à douter? Non, moi je pense que je suis assez clair. Je sais que Joseph Kabila est congolais. Vous? Mais je doute, comme certains Congolais, qu'il soit congolais d'origine. Parce que apparemment, d'après les informations qui sont distillées... qu'ils sont aussi congolais d'origine? Non, je doute effectivement. L'élément matériel qui vous fait aussi douter. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, ce sont les déclarations des gens qui pensent qu'il n'est pas le fils de Mouzé, biologiquement. Mais moi, je sais qu'il est le fils de Mouzé parce que c'est son père qui l'a dit. Mon fils est mon fils parce que je le sais. C'est moi qui viendra vous dire, tel, c'est mon fils. Si je vous dis c'est mon fils, il y a deux éventualités. Soit fils biologique, soit fils par adoption. Si Laurent Désiré Kabila l'a adopté et que cela a été formalisé au niveau de l'administration, cela sous-entend qu'il a le droit
de porter mon nom et d'avoir ma nationalité. C'est légal. Donc, juridiquement, il peut... Non, mais effectivement, mais un autre élément, c'est quoi? Pour être candidat président, il faut déposer les certificats de nationalité. Il en a. Notre discussion doit plutôt résider s'il est congolais d'origine. Parce que s'il n'est pas congolais d'origine, donc il ne pouvait pas être candidat président. Fort malheureusement, en 2006, lorsqu'il allait déposer sa candidature, il n'y a pas eu objection. Personne n'a contesté sa nationalité. En ce moment-là, Jean-Pierre Bemba était candidat. Et pourtant, la constitution était claire. Non, à l'époque, il ne le savait pas encore. Il le savait parce je vous dis, il a parlé de ça en 2002 au stade de Guémena. Il a dit, ce n'était pas un royaume, un fils ne pouvait pas succéder à son père. Nationalité d'origine de Kabila, est-ce que dans un état sérieux, confronté à plusieurs enjeux, ça devrait faire lieu d'un débat? Exact. Ou ça nous rabaisse? Non, ça ne nous rabaisse pas. Parce que ceux qui dirigent aujourd'hui, qui coiffent certaines institutions, sommes-nous convaincus de leur nationalité congolaise d'origine? Non, le problème c'est que nous devons nous conformer aux lois. La constitution est claire. Ne peut être candidat président que celui qui est congolais d'origine. Soit de par son père, soit de par sa mère. Il y a certaines personnes qui ont distillé déjà Kabila est congolais d'origine. Non, il est congolais. Il est congolais. S'il est fils de Mouzé, il est congolais d'origine. S'il n'est pas fils de Mouzé, mais qu'il est fils de Mama Sifa et que Mama Sifa soit congolaise, il est congolais d'origine. Alors, c'est que nous demandons pour que nous puissions taire ces débats, ceux qui contestent la paternité de Mouzé nous apportent des éléments. Parce que ce qui est vrai, dans cette confusion, les gens pourraient éventuellement nous manipuler. Parce que généralement, quand il y a un débat politique, on fait ressurgir la question de la nationalité parce qu'ils savent que nous sommes sensibles. Et généralement, on lie la nationalité de la personne incriminée à la nationalité que nous condamnons, le Rwanda. Parce qu'au départ, lorsqu'on nous parlait de Joseph Kabila, on nous disait qu'il est tanzanien. Voyez-vous, il était chauffeur de FAO. Il a démenti avant sa mort. Hein. Mais après, on nous dit non, il n'est pas congolais, il est rwandais. Ce qui veut dire que les gens qui passent cette information ont l'intention de nous manipuler. Moi, je sais que Joseph Kabila est congolais parce qu'il y a tous les éléments, tous les actes qui le prouvent. Si vous avez des éléments contraires par rapport à sa nationalité d'origine, c'est à vous d'apporter des éléments. Ce que moi, je constate, c'est que M. Jean-Pierre Bemba n'a fait que du copier-coller. Il a pris les choses des réseaux sociaux et les a balancées. Il n'a pas innové. Et pourtant, ça fait sérieux, lui, en tant que... Non. En tant que membre du gouvernement, il a la possibilité de vérifier. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba.
Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, reste le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Ils ont la possibilité de vérifier parce que le Rwanda, c'est juste ici. Il y a des femmes, l'essentiel d'entre eux, ont des épouses, des épousettes qui sont d'origine rwandaise. Ils ont des gens qui sont là-bas. Ils ont travaillé avec Kagame pendant des années. Ils ont donné des vaches et ainsi de suite. Qu'est-ce qui leur manquait de mener des enquêtes pour certifier que Joseph Kabila était réellement ça? Ils montrent une photo où il y a un garde du corps de Kagame ou comme aide du camp, comme aide du camp de tout ça. Mais moi, j'ai vu 2 photos de la même image. Une image où on a Joseph Kabila, la face de Joseph Kabila, une autre image où il y a une autre personne. Je connais l'origine de cette photo parce que ça a été utilisé pendant que nous battions campagne pour le. Donc ce ne sont que des mensonges tissés en fil blanc. Non, moi je comprends que y a un flou artistique dans ce qui s'est fait, mais les gens veulent créer en nous une sorte de psychose pour justifier leurs intentions. Ils nous disent que non, voilà, le fils de Musée, certains fils de Musée vous disent qu'il n'est pas leur frère. Vous connaissez au moins Andy Bemba. Il n'est pas président. Vous savez que la paternité lui a été refusée. Andy Bemba. Andy Bemba, on considère qu'il n'était pas le fils de Papa Jeannot. Okay. Mais si vous prenez son visage, il n'a pas le visage rwandais. Il ressemble et à Jean-Pierre Bemba et à leur père. On conteste la paternité. Parce que Jean-Pierre Bemba, déjà, moi personnellement, je le considère et qui a le droit de contester la paternité d'un fils? C'est le père. Est-ce que de son vivant l'a-t-il fait? Non, mais voilà pourquoi j'ai dit Andy Bemba n'a jamais été contesté par le membre de la famille du père, mais contesté par l'un des frères. On est en contact avec lui, je lui poserai cette question. Non, mais il n'y a même pas à poser des questions. Tous ceux qui connaissent Papa Jeannot Bemba, ils voient dans ses yeux Papa Jeannot Bemba. Il y a une similitude, il y a une ressemblance. Il y a une ressemblance. C'est-à-dire, biologiquement, on voit que c'est le frère Bemba. Avant même que je connaisse son nom, je savais qu'il peut être de la famille Bemba. Parce que la physionomie l'indiquait déjà. Tout à fait. Mais il se voit être refusé le droit d'être fils à son père. Ce n'est pas un autre fils de renier la paternité. Et qui l'a fait? Jean-Pierre Bemba? Il l'a fait. Toyo Karavat Maso Nabango. Il y a même le droit de succession a été refusé à l'une de ses sœurs. C'est toujours lui qui a la baguette. Non, mais effectivement, parce que M. Jean-Pierre Bemba, je ne voulais pas utiliser ces termes-là. Je le trouve un peu... Il a un côté gâté, en fait. C'est comme un enfant qui pense être au-dessus des autres. Donc, il y a un problème quelque part. C'est-à-dire qu'il pense être plus intelligent, plus fort, et ainsi de suite. Voilà pourquoi on l'appelait Baïmoto. C'est pas normal. Nos parents avaient l'habitude d'avoir plusieurs femmes. Ça, c'était dans l'ADN, dans leur culture. Ce n'est pas à moi de contester. Parce que vous pouvez être surpris d'apprendre que le fils, votre ami, le fils du voisin, est le fils et votre frère. Ne soyez pas surpris parce que c'est possible. Parce que nos parents étaient des tireurs. Ils pouvaient sortir avec la femme de son ami. Vous pensez que c'est l'enfant de l'ami de votre papa alors que c'est votre frère. Tireur a levé ça. Il n'était pas des tireurs. Non, étaient des tireurs. Non, mais attendez. Je ne sais pas si dans vos familles, les parents... Ils étaient tout simplement polygames selon la conception de la société de l'époque. Non, mais voilà pourquoi ils étaient des tireurs, parce qu'ils sortaient avec toutes les femmes. C'est un peu péjoratif, Alain Bolodjoa. Non, mais bien évidemment, parce que ce sont des antivaleurs que je ne soutiens pas. Antivaleurs, oui, pour vous, mais à l'époque, c'était des valeurs. Non, mais ce sont des antivaleurs parce que nous subissons les conséquences. Comment un Bemba peut-il contester la paternité d'un autre enfant? Parce qu'ils sont nombreux. Notre papa Rochero a laissé 68, plus de 60. Ce qui est important, tous ces enfants ont des signes pour s'identifier, la forme du nez et ainsi de suite. C'est-à-dire, ils vivent en harmonie, ils sont là. Mais on nous dit non, voilà,
le frère de Kabila aurait contesté la nationalité. Voilà au moins, dites-nous. Voilà au moins un humain qui aura laissé ses traces, qui n'a pas vécu en vain. Ne vous en faites pas, ce n'est pas une bonne chose. Ce qui est vrai, c'est que le jour où le frère, les sœurs, le cousin de Laurent Désiré Kabila auront à contester la paternité de Laurent Désiré Kabila par rapport à Joseph Kabila, en ce moment-là, le débat va changer. Parce qu'on nous dit non, voilà ses frères. Ces frères-là, moi personnellement, j'entendais le nom d'Étienne Kabila. J'entendais le nom d'Étienne Kabila. Mais l'autre là, qui était reçu par Israël Mutombo, je n'ai jamais entendu parler de lui. Vous attendiez le nom d'Étienne Kabila comme fils de son père? Non, effectivement, comme l'un des fils de Laurent Désiré Kabila. On en parlait. Parce que j'avais des amis sur Ouvira. Vous voyez, juste au coin là. La maison qui appartenait à Monengue, qui était récupérée à l'époque par Obama. Et puis, il y avait un militaire qui habitait là. Un frère à Laurent Désiré Kabila. On parlait d'un certain Étienne. Il y avait un autre fils d'Étienne Tshisekedi qui habitait sur 2 avenues avant la mienne, sur Luyeye. On parlait d'un certain Étienne. Mais je n'avais pas d'éléments. Mais ce que je sais, j'ai vu Laurent Désiré Kabila nommer un certain Joseph Kabila et tout le monde savait qu'il était son fils. Si vous avez des éléments, nous sommes là. Mais c'est un débat très important. Le président devra se désolidariser de ceux qui essaient de jeter de l'huile sur le feu. Cette communication doit-elle être sanctionnée à votre avis? Non. Je pense que Bemba ne pouvait pas faire ça de sa propre initiative. C'est quelque chose qui a été boutiqué. Et comme vous le savez, généralement, Bemba est utilisé par Félix Tshisekedi pour détruire les discours, l'opinion qu'il y a, ou les débats qu'il y a dans l'opinion. S'il veut détruire Moïse Katumbi, il a utilisé Jean-Pierre Bemba. S'il veut détruire Kabila par rapport à certains enjeux, c'est ce qu'il fait. Jean-Pierre Bemba assume pratiquement le même rôle et celui qu'on appelle Gouli, Jules Mouniéré, qui d'autre, tout ça. C'est-à-dire, il fait ces sales besognes-là. Il vient, il distille des choses, il fait des déclarations pour désorienter l'opinion. On attend les 60 avions qu'il a promis aux Congolais. Non, il ne peut pas les faire. Jusque-là, Bemba n'est pas le ministre en charge des Transports. Il est qui? Il garde encore son statut de ministre de la Défense. Parce qu'il parle plus de la sûreté, de la défense que de son secteur. Au-delà des mensonges, il n'a rien fait. Il y a Prince Epenge qui a demandé à ce que Bemba soit frappé par un embargo. Il dit, nous demandons au CESAC d'interdire les passages de Bemba dans les médias pour éviter une guerre civile, pendant que le peuple appelle à l'unité, la cohésion et le dialogue. Bemba propage la haine, la peur et le sang. Mais pourquoi Bemba a peur du dialogue national inclusif? Vous partagez son avis? Non, je ne partage pas. Nul n'a le droit d'interdire aux gens de passer à la télé. S'il commet un acte répréhensible, il peut être poursuivi. On ne peut pas demander à Christian Baudet. Apparemment, les gens ne veulent pas qu'on dise certaines vérités. Ce qui est vrai, si ce qu'il dit est vrai, on doit se questionner par rapport à notre responsabilité. Et vous savez que Laurent Désiré Kabila a été hissé au rang des héros après Lumumba. Si Joseph Kabila n'est pas son fils biologique et que lui nous l'a présenté comme son fils, et par la suite le fils non biologique de Laurent Désiré Kabila est devenu président, on peut déduire que Laurent Désiré Kabila nous a trahis parce qu'il a fait dérailler le pays. Donc on ne peut pas faire de lui héros national, on doit lui retirer ces statuts-là. Très bien. Ça, ce sont de conséquences. Très bien, merci. Au-delà de tout, c'est que Bemba a dit, ça relance les débats, mais fort malheureusement, nous qui comprenons facilement son langage et ses procédés, nous savons que M. Bemba a voulu détruire les discours de M. Fayoulou, qui a naïvement fait confiance à M. Félix Tshisekedi. Il est allé quémander le dialogue au niveau de cité de l'Union, comment on l'appelle, au niveau du Palais de la Nation. Et voilà, la réponse leur a été donnée via Jean-Pierre Bemba par les médias. Il a commandé un dialogue ou il y a nécessité ou mieux urgence que l'on
parlent entre Congolais. Vous savez, jusque-là, ceux qui parlent du dialogue ne nous ont pas dit quels sont les procédés pour que nous résolvions la question dans l'Est. Dialogue, qu'est-ce que ça dit? On doit se mettre autour d'une table, dire certaines vérités. Quelles sont les garanties qu'à la fin, les résolutions seront respectées? Il parle du camp de la patrie, comment y parvenir? Oui, le camp de la patrie. Quand on est toujours dans la gabegie financière, dans le détournement des fonds publics, dans la haine, dans le tribalisme, comment constituer un camp de la patrie avec toutes ces tares? Apparemment, M. Fayulu et M. Prince Epeng veulent se substituer au Saint-Esprit, le ministère de la conviction. Vous pensez que si vous participez dans une ou deux réunions de camp de la patrie, vous devenez patriote? Non. Vous pouvez partir, il y a union sacrée pour la nation. Dans cette union sacrée, qu'est-ce qu'il y a d'union? Qu'est-ce qu'il y a de sacré? Le camp de la patrie, qu'est-ce que ça dit? Ce ne sont que des slogans, ce sont des termes génériques, c'est le contenu qui importe. Comment voulez-vous, des gens qui ont des rancunes, qui ont des rancœurs, qui ont des sentiments, qui sont touchés dans leur fort intérieur, qui se sont sentis humiliés, qui sont en conflit permanent, le fait seulement de convoquer les dialogues, ça va dissiper tous ces éléments-là. C'est faux. Fayulu joue-t-il à sa survie ou va-t-il véritablement sauver le meuble? Non, Fayulu n'est pas... en fait, il peut avoir de bonnes intentions, mais il n'a pas de bons procédés. Ce n'est pas le dialogue. Même les dialogues, mal pris. Comme d'habitude, même dans ces fameux dialogues, il n'y a pas de pression du côté de l'opposition non armée. Apparemment, le dialogue ne va servir qu'à réconcilier ceux qui ont pris les armes et ceux qui font semblant d'être dirigeants. Quelle est la part? Quelle est la mission? Quelle est la participation de l'opposition non armée? Je prends le cas de Fayulu. Parce qu'il n'y a pas une pression. Les débats aujourd'hui résident entre ceux qui sont à Goma et ceux qui sont au Palais des Nations. Et Fayulu ne fera que de la figuration. Parce que l'essentiel des débats résidera là. Vous avez dit tout à l'heure que ce que Bemba a dit, c'est la réponse qu'on donne à Fayulu. C'est-à-dire, on ne se dirige pas vers un dialogue. On a besoin peut-être, je ne sais pas, le pays navigue à vue. Félix Tshisekedi a probablement l'intention d'organiser les dialogues. Mais fort malheureusement, l'union sacrée... Bikaï, sur ce plateau, a dit qu'il y aura bel et bien dialogue, mais avant 2028, puisque c'est techniquement impossible d'avoir des élections en 2028. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit Félix Tshisekedi a besoin de dialogue. Mais au stade actuel, il ne voit pas l'opportunité, il n'y a pas une forte pression, d'autant plus que ceux qui occupent les deux villes ne dérangent nullement son pouvoir. Alors on joue sur le temps. On joue sur le temps, on garde la configuration actuelle parce que s'il y a dialogue aujourd'hui, ils vont se partager le poste. Bemba n'aura plus le poids au niveau du gouvernement comme il a aujourd'hui. Parce que s'ils vont au dialogue, le pouvoir va être divisé par 3. Opposition armée, opposition non armée, société civile et la majorité actuelle. Donc, il pense qu'on va lui ravir son butin. Il doit défendre ses intérêts. Si M. Fayulu avait compris ce que nous avons compris, il y a cela bien longtemps, il fallait plutôt créer un rapport de force dans la partie non occupée. En ces moments-là, nous allons servir de boussole de l'action, de la vision du dialogue, si cela apparaît nécessaire pour tout le monde. Parce que moi, je ne vois pas l'issue dans ce dialogue. C'est-à-dire qu'on devait faire pression à Félix Tshisekedi ici pour qu'il sente qu'effectivement, il y a nécessité. Parce que pourquoi Félix Tshisekedi ne pourra peut-être pas aller au dialogue? Parce qu'il n'est pas accompagné par sa famille politique. S'il prend la décision de manière unilatérale, il y aura une crise au sein de sa famille politique. Alors, qu'est-ce que monsieur, comment vous l'avez appelé, votre Bikaï, qu'est-ce que monsieur Bikaï dit vers 2028? Pourquoi ils doivent consommer leur mandat et pousser l'opposition, fort malheureusement, à accepter effectivement que le dialogue soit organisé pendant ces temps pour qu'il y ait rallonge. Ils veulent créer une période transitoire où toute la classe politique doit s'assumer de violer la Constitution comme ils ont fait pour Kabila. Ils vont créer les conditions d'avoir 2 ans et en contrepartie, on leur donne des postes. Voilà pourquoi je vous disais,
Je ne suis pas d'accord. Ils sont dans cette logique. Kabila a payé les gens pour glisser de 2016 à 2028. Félix Tshisekedi aujourd'hui n'a pas d'intérêt aujourd'hui d'aller partager son pouvoir avec ceux qui n'ont pas participé. Alors en 2018, le dialogue sera le bien 2028 pardon, le dialogue sera le bienvenu pour lui. Non, ça sera le bienvenu pour sa famille politique parce qu'ils auront déjà consommé leur mandat et en ces moments-là, ils vont avoir une sorte de rallonge de 2 ans ou de 3 ans pour préparer les élections. Quelles sont les raisons qui peuvent ne pas justifier la non-tenue des élections? Il dit tous les moyens sont orientés vers les efforts de guerre, parce que chaque année, il faut mettre combien un peu d'argent de côté. Non, mais un peu d'argent pour financer le processus électoral. Non, mais un peu d'argent, mais ce qu'ils mettent pour la défense peut être estimé à combien? Parce qu'on doit comparer. Mais il y a eu sur l'autre point l'aspect sécuritaire. Non, mais l'aspect aller aux élections alors que les territoires sont sous occupation. Il faut lui dire qu'il n'est pas sérieux. On va ôter le droit de vote à ses compatriotes. Non, il faut lui dire d'apprendre à être sérieux. Moi, je constate que les gens nous prennent pour des cons. Vous savez, par moments, c'est révoltant. Voilà pourquoi, à un certain moment, je considère que cette opposition d'accompagnement ne mérite pas mon respect. Vous voulez nous dire, ici, on n'a pas la possibilité d'organiser des élections sous prétexte que nous finançons les opérations de la guerre. Prenez le budget de 2012-2013, le coût des élections de 2011. Comment sommes-nous arrivés à organiser l'élection en 2011? Parce que nous avons une guerre en 2009. Il y avait CNDP ici en 2009, mais nous avons pu organiser l'élection en 2011. À cette époque, le budget était estimé à combien? Les pesanteurs sont le même aujourd'hui. Non, mais effectivement, en 2011, il y avait un budget de combien? De moins de 4 milliards de dollars. Et nous sommes arrivés à organiser les élections 2 ans après. Voyez-vous? Ce qui veut dire, aujourd'hui, avec un budget de 18 milliards ou de 16 milliards, on ne peut pas prétexter. Parce que si vous comparez... Non, mais effectivement, c'est leur budget. Ils ont eu à faire la loi rectificative, le collectif budgétaire. S'ils pensaient qu'ils n'avaient pas la capacité. Aujourd'hui, le Congo est devenu plus riche qu'avant. Eux-mêmes disent qu'ils ont eu à multiplier le budget par 4. Grâce au code minier. Il faudra aussi de temps en temps le rappeler. Si vous pensez avoir multiplié par 4 et que les dépenses de l'armée n'ont pas été multipliées par 4, toute autre chose restant inchangée, nous avons la capacité de financer les élections. Alors, ils ne veulent pas financer les élections. Ça, c'est un économiste qui parle. Ils veulent qu'on retarde les choses en termes de dialogue pour qu'à la fin, la responsabilité incombe à l'opposition. Alors moi, je pose à Martin Fayulu. Vous avez voulu entrer en contact avec M. Félix Tshisekedi. Si M. Félix Tshisekedi refusait d'aller au dialogue, allez-vous revenir pour nous parler de l'article 104? Parce que c'est vous qui nous fragilisez. Vous dites à l'opinion que le peuple est amorphe, le peuple ne peut pas enclencher l'article 104, la seule solution pour vous, c'est d'aller dialoguer. Et si Félix Tshisekedi refusait de dialoguer, allez-vous encore revenir auprès de la population pour lui demander de sortir dans la rue? Voilà. Si seulement il y avait une pression au niveau national, si Félix Tshisekedi sentait que effectivement la population avait ras-le-bol, il allait probablement adhérer à votre vision. Donc, moi personnellement, je comprends que des âmes à vendre, il y en a assez. Les gens n'ont pas la culture d'être sérieux, d'être constant, d'être conscient dans leur combat. Ils tâtonnent. En tâtonnant, ça profite à M. Félix Tshisekedi. Je pose la question à M. Martin Fayulu. Qu'est-ce qui peut justifier la promptitude avec laquelle on vous avait répondu? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'essentiel de la classe politique de l'Union sacrée sont contents de vous? Parce que vous leur avez servi et la nationalité qui a ipso facto changé. Vous leur avez servi des béquilles. Ils sont contents de vous parce que l'erreur que vous avez commise leur permet aujourd'hui d'avoir un discours. Voilà, il est patriote. Alors par sa présence, aura-t-il changé la dynamique? Non, il a permis au pouvoir de respirer un tout petit peu et de dire à l'opinion: voilà, Martin Fayulu, c'est un patriote parce qu'il a rejoint les rangs de Félix Tshisekedi. Ils en sont contents. Ce qui est surprenant,
dans la plupart des cas, Martin Fayulu, ces vidéos ne passent pas à la RTNC. C'est passé en boucle à la RTNC. Cela veut dire que vous leur avez servi de communicateur. Vous avez communiqué en leur faveur. La grande question, allez-vous assumer la responsabilité s'il n'y a pas de dialogue d'ici 2028? Allez, merci beaucoup. On va parler de notre dossier pendant 2 minutes avec Alain Bolo-Djoa. Le ministre d'État de la Justice et garde-sceau, Constant Moutamba, dans la tourmente, lui qui a récusé les procureurs le procureur général près la Cour de cassation. Enfin, nous posons la question avec Alain Bolo-Djoa. Moutamba a-t-il de maigres chances de s'en sortir dans ce qui lui est reproché? Et Vondé qui lui a répondu, et lui ne peut être récusé que par les magistrats qui sont sous ses ordres. Bon, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que Moutamba n'est pas innocent. Il y a eu tout simplement des erreurs administratives. Non, Moutamba n'est pas innocent. Il a posé des actes répréhensibles. Il devait être poursuivi. Mais le fait aggravant, c'est sa déclaration devant le palais de justice. Au sein du palais de justice. En état d'ébriété, selon certains câbles. Oui. Apparemment, ça donnait l'air, en fait. Ça, personne ne pourra le pardonner. Pour le premier dossier, comme je l'avais dit, il y a un élément qui devait en réalité pas le protéger, mais l'épargner de poursuites judiciaires. C'est la lettre de la première ministre lui demandant d'apporter des éléments complémentaires. Okay. S'il n'avait pas obtempéré à cette correspondance, laisser Moutamba au pire en prison, ça ne sera que justice. Parce que ce qui est vrai. Qu'est-ce qui pourrait le sauver? Non, ce qui pouvait le sauver. Non, ce qui pourrait le sauver. Ce qui pouvait le sauver, c'est la lettre de la première ministre. Okay. S'il n'avait pas obtempéré à la lettre de la première ministre et qu'il aurait continué à poser des actes après avoir été saisi formellement par son chef, parce que c'est ça le caractère administratif. S'il n'a pas obtempéré, en ces moments-là, il doit être criblé des balles parce qu'il les mérite. Est-ce que nous sommes en politique. Au sein de l'Union sacrée, pour le chef de l'État, va-t-il accepter de lâcher l'un de ses meilleurs membres du gouvernement? En quoi est-il meilleur parce qu'il a délinqué? En quoi est-il meilleur? Aucune réforme substantielle. Il n'a rien apporté. Et vous savez, ceux qui lui servent de communication disent quoi? Il est combattu par les kabylistes. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est ça la malice. Ils veulent vous dire que non, voilà ce qu'il subit parce qu'il est en train de combattre Kabila. C'est-à-dire, Kabila aujourd'hui devient l'élément justificatif de leurs imbécilités de gouvernance. Nous pensons que M. Constant Moutamba mérite de faire la prison. Parce qu'il a eu à poser des actes en violation de la loi. Et les dilatoires cependant, que l'orchestre, ça pourra lui profiter? Cependant, la politique a tendance à s'imposer sur la justice. Il peut être condamné, être gracié. Il peut être... on peut le pousser à l'exil. C'est possible, parce que ce sont des instruments politiques. On peut les laisser voyager. Mais si vous demandez au procureur général de surseoir ou d'abandonner les poursuites contre M. Constant Moutamba, les faits seront tellement graves que personne ne croira en la justice et ça sera le fondement de la société. Parce que le fait tel que présenté démontre à suffisance que ces messieurs méritent la prison. Alors, comment allez-vous intervenir? Qu'allez-vous faire pour les dédouaner? Si on peut les dédouaner pour le premier dossier, mais pour les seconds. Même la politique ne saura pas le sauver. Non, on ne peut pas les sauver. Si on peut le sauver, c'est-à-dire les sauver pour qu'ils n'aillent pas en prison, on peut lui permettre de prendre l'avion et de voyager pour ne plus revenir. Ça sera sa mort politique. Ou sinon, vous le condamnez et vous le graciez.
Parce qu'il y a un point que l'on doit savoir. Très rapidement. On est en train de faire le choix entre sauver la justice et sauver Constant Moutamba. C'est ça les débats. Qu'est-ce qui prime? Non, mais la justice, c'est une conditionnalité pour qu'il y ait l'état de droit. Si vous sacrifiez la justice, naturellement, même Moutamba ne sera pas ministre. Ce qui est important, c'est de sauver la justice. Parce que là, il y a un problème. Mais par rapport au procureur général près de la Cour de cassation, personnellement, moi, je suis désolé. Ces messieurs devaient être suspendus. Pour avoir fait quoi? Non, mais justement, pour laisser la latitude aux magistrats de faire librement leur travail. Parce qu'il est mis en cause aussi dans certains dossiers. Il y a le réquisitoire. Il est en conflit. Qui a été aussi déposé au niveau de l'Assemblée nationale. Ça voudrait dire qu'il n'a pas droit de poser les actes. Non, il est en droit de poser les actes parce qu'il n'y a aucune démarche qui a été initiée contre lui. Mais ce qui est vrai, nous constatons que le magistrat ou le chef de magistrat qui instruit le dossier est en conflit avec la personne incriminée. Voyez-vous, il peut intimer l'ordre au magistrat de poser certains actes pour justement se venger. On ne peut pas utiliser la justice comme un moyen de se venger. Par conséquent, la réquisition de Moutamba garde un tout petit peu son sens. Non, mais ça a son sens sur le plan social, mais peut-être sur le plan juridique. Ça a été balayé. Mais moi, je pense que je ne parlais même pas des chances. Il se bat contre les personnes qui sont appelées à instruire le dossier. Je ne vois pas comment il pourra s'en sortir. Merci beaucoup. Son sort est-il finalement scellé? On en saura dans les jours à venir. Kolwezi, ça attire les regards de tout le monde. Oui. Est-ce qu'on présente comme le nouvel Eldorado? Il cache finalement Kolwezi. On a l'impression que c'est devenu... Kolwezi est prise en tenaille par le pouvoir de Kinshasa. En 30 secondes, vous allez conclure. En tout cas, ce qui est vrai, Kolwezi a tout le moyen pour être la plus grande Lualaba, pour être la province la plus développée. Mais fort malheureusement, il y a un problème. Est-ce grâce au leadership? Non, pas grâce au leadership, mais grâce aux potentialités financières. Est-ce que le leadership suit? Non. Le leadership ne suit pas parce que c'est un leadership caporalisé. C'est un leadership du type familial. On est en train de servir une famille. On est en train de servir un parti politique. J'ai suivi quelqu'un dire qu'il y aurait plus de 1000 personnes qui se sont déplacées là. Soyons sérieux. Si nous prenons le loyer, l'hébergement, le frais de transport, tous ces dispositifs-là, c'est quand même trop, non? On déplace tous les gouverneurs, on déplace tout le gouvernement, on déplace une bonne partie de l'administration. C'est tout le gouvernement qui s'est déplacé. Non, mais le conseil des ministres va s'organiser. Aujourd'hui déjà, vendredi. Donc on déplace tous ces personnels-là, on déplace une partie de l'administration, on déplace les services de sécurité, ce qui est grave, on déplace les communicateurs, on déplace les TikTokers. Donc toute la République pratiquement, où tout le pouvoir est de l'autre côté. C'est quoi qui a pris la charge? C'est quoi l'attraction? Non, mais effectivement, c'est ce que moi j'appelle gabégie. C'est-à-dire qu'il y a malversation. On déplace toute l'administration pratiquement là-bas. Mais qui prend en charge ces dépenses? C'est l'État, non? Or, si on avait investi, parce que dans le là-bas, il y a autant de pauvres. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de dualité. On vous présente une province qui se développe, alors que la population reste dans la pauvreté. Ce qu'on nous présente à la télé, ce n'est pas forcément la réalité qu'on voit à Sandoa. J'y étais en 2023, 2024. Non, 2024, j'étais là-bas. C'était en 2024, j'étais là-bas. Surpris ou émerveilleux? Non, nullement. Il y a beaucoup de pauvres. Parce que vous prenez les centres-villes, on vous montre les bâtiments. On vous dit, non, voilà, on aurait construit autant de kilomètres. Mais dans la province, il y a des gens qui vivent dans la précarité. Il y a un problème d'eau, il y a un problème d'accès à l'électricité, il y a un problème de dessert en eau potable, il y a un problème de type de maison. Les gens vivent dans la précarité. Avec toutes les ressources minières, qu'est-ce que toute la redevance, voulais-je dire, minière, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a un problème de redistribution. La dame qui est là investit plus dans la conservation du pouvoir
que dans l'exercice du pouvoir. La population ne profite pas. Ce sont les politiciens et les familles qui en profitent. Il y a possibilité de déplacer tout un village pour exploiter, mais le villageois n'en profite pas. Ces réalités la créent de frustration. Et donc, nous pensons que l'État doit être bien géré. J'ai une vidéo où l'ancien IGF, inspecteur général de finances, a insisté sur la malversation. Les nouvelles IGF, c'est Jean-Pierre Bemba. Grâce à ses révélations, Kabila aurait une fortune qui s'élèverait à 7 milliards de dollars. C'est possible. Kabila est devenu riche, papa. Il faut reconnaître que Kabila est devenu excessivement riche. Non, moi je ne parle pas de la richesse et la fortune de Kabila. Moi je me base sur les révélations faites par... Non, mais s'il dit vrai, vous voulez quoi? Par Bemba, les nouvelles IGF. On parlait de 200 millions de dollars. Toute la famille Tshisekedi préfère aller là-bas. Famille biologique, famille politique, ils aiment aller là-bas. Et à chaque fois, il y a des enveloppes. Apparemment, tout le monde est focalisé là-bas. Mais posez-vous la question. Si vous avez le moyen de financer votre communication, de financer les partis politiques, votre famille politique, puis alors de la population qui est originaire de là. Allez, je constate qu'il y a un problème de disparité et moi, personnellement, je condamne. Mais quand même, il fait bien son travail. Non, elle ne fait pas bien son travail, mais elle fait mieux que d'autres gouverneurs, tout simplement du fait qu'elle a plus de moyens. Il faut aussi saluer le service de communication. Hein, oui, il communique plus, mais les actions ne suivent pas. Je préfère encourager le gouverneur de la Tchouapa. Parce que là, il n'y a pas assez de ressources. Il ne fait pas parler de lui. Il ne fait rien. Parce qu'il n'y a rien. Mais là où il y a plus d'argent, si vous comparez les recettes par rapport aux réalisations, vous allez vous rendre compte qu'on est en train de vous berner. Très bien, merci. Merci beaucoup, Président Alain Bolodjoa, d'être passé. Et je pense qu'à vous tous qui nous avez regardés, nous pensons que vous avez passé un excellent moment de télé. Suivrez l'émission, resuivrez avec délectation, commentez, écrivez, likez et surtout n'hésitez pas de partager cette émission pour l'édification de plus d'un Congolais. Avec la même dose de plaisir, nous vous retrouvons pour d'autres contenus avec d'autres invités. Bon week-end à toutes et à tous et à tout à l'heure. Mesdames, à tout à l'heure, messieurs. Inch'Allah.